lancé. J'enregistre là aussi. Ouais. Voilà, tout est bon. C'est parti. Eh bien bonjour, toujours Frédéric Chiromini, bienvenue sur ma chaîne YouTube Focus Langue de chat. Et oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. Eh bien oui, parce que j'ai eu des petits problèmes d'espace de téléphone. Et puis, sous les conseils de certains amis qui me disaient « Oui, mais t'arrives pas à être toi-même, on sent que le sourire est pas là. » J'ai compris pourquoi. Alors j'ai écouté, bien sûr, les conseils avec bienveillance, bien sûr. Et je me suis dit « Ah oui, mais la restitution d'informations, c'est pas mon truc. » Je préfère en fait qu'il y ait une présence en fait des gens qui me parlent de leur initiative pédagogique parce que ce sera toujours sur le même thème, bien sûr, ce nouveau format. Mais chez YouTube, on va toujours parler pédagogie, on parlera toujours de chat. Mais qui mieux d'un propriétaire de chat pour parler de son chat et des personnes qui sont à l'origine des initiatives pédagogiques aussi pour en parler. Et oui, bien sûr. Et surtout, si vous aimez, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à revenir surtout si vous aimez bien. Et puis la première est là. Alors, bien sûr, ce nouveau format, je le fais à domicile, aussi en déplacement. La restitution d'informations ou la visio, c'est vraiment au dernier recours parce que le but, c'est de privilégier le terrain, c'est de privilégier la proximité aussi, le côté humain et le côté authentique. Voilà. Et Laurence est là. Bonjour Laurence. Et Laurence est là. Donc moi c'est Laurence Sec. J'ai fondé On Reprend, c'est un site qui est destiné aux élèves neuroatypiques, donc qui ont un TDAH, une dyslexie, un haut potentiel intellectuel, etc. Et l'idée, c'est d'avoir des ressources pédagogiques et de l'accompagnement aussi, trouver les pros qui s'occupent de ces profils-là. Donc moi, j'étais surtout enseignante avant ça. Donc ça, c'est Tu l'es ce plus que là? je fais actuellement. Je ne le suis plus. D'accord. Depuis un peu plus d'1 an. J'ai arrêté l'éducation nationale. J'étais professeure des écoles, donc surtout du cycle 3, CM1, CM2. Et mais après, j'ai fait aussi de la maternelle. Et avant ça encore, j'étais prof particulier. Donc là, un peu toutes les matières et jusqu'au lycée. C'était chouette. J'ai appris plein de choses. Donc du coup, ça fait longtemps que j'enseigne. Et là, j'ai arrêté d'enseigner. Par contre, je travaille un peu plus sur une autre façon d'aborder la pédagogie et une autre façon d'apporter des choses aux élèves. Voilà, plutôt de manière indirecte cette fois-ci. C'est-à-dire? Justement, en mettant en relation des professionnels spécialisés, donc là dans la neuroatypie, et les élèves et les familles. Donc en fait, j'accompagne les familles, mais de manière... c'est-à-dire que je n'enseigne plus moi-même, quoi. Mais comment on te trouve en fait, si tu veux, comment, quand même on vient te chercher et qu'on dit voilà, mon enfant a justement ce genre de trouble-là, et comment on les détecte surtout? Alors, pour détecter, il y a plein de façons de faire. Il y a plein de... Alors, généralement, en fait, on va voir son médecin traitant en priorité. Souvent, c'est les enseignants qui alertent parce qu'ils voient qu'il y a une façon de lire un peu particulière, des confusions de sons, par exemple, qui laissent à penser qu'il y a une dyslexie, ou une mauvaise compréhension du nombre qui laisse penser qu'il y a une dyscalculie. Mais c'est pas eux qui font le diagnostic, c'est jamais les enseignants. Mais on peut se tromper à ce moment-là. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, une personne, par exemple, peut très mal lire, et vu, par exemple, le taux de problèmes, de lacunes qu'il y a, par exemple, en français, parce que je me rends compte au soutien scolaire en tant que prof de français, il y a de très bons élèves, mais il y en a qui font énormément de fautes d'orthographe. C'est pas spécialement dû à une dyslexie. Ah oui, tout à fait. En fait, il y a plein de raisons pour lesquelles un enfant n'est pas lecteur, ou un enfant ne comprend pas le nombre pour la dyscalculie. Il peut y avoir plein de raisons, ça peut être tout simplement pour des raisons purement contextuelles. Les enfants, en fait, sont sujets aussi à leur environnement, et il peut y avoir quelque chose de vraiment ponctuel dans leur vie personnelle. Ça peut être toute un tas de raisons, en fait, qui empêchent l'enfant de lire. C'est pas forcément de la dyslexie. Et du coup, c'est pour ça que je dis, les enseignants ce sont pas eux qui vont diagnostiquer ça. En revanche, ils se rendent compte qu'il y a c'est pas la difficulté de lecture en soi, c'est pas la difficulté avec le nombre en soi, c'est la façon d'apprendre à lire. Et surtout, là où sont les difficultés. Quand il y a des confusions de sons proches, les B et les P par exemple, les B et les P pour être précis, c'est vrai que ça va alerter. Mais on peut très bien avoir une confusion de son entre le B et le P sans que ce soit de la dyslexie. Ouais, mais alors, dans ce cas-là, on renvoie vers un médecin traitant. Est-ce que dans ce cas-là, excuse-moi de t'interrompre, mais dans ce cas-là, par exemple, parce que pour les publics arabophones, par exemple, où le son P n'existe pas,
Hein. Donc, est-ce que un enseignant, on va dire, moins aguerri au niveau de l'accent, est-ce qu'il signaler ou considérer en fait qu'il faut aller voir un médecin traitant parce que justement ce phonème n'existe pas? Ah oui, 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 il peut y avoir. Il peut y avoir des confusions, justement, il peut y avoir beaucoup d'erreurs de jugement. Et est-ce que justement, dans l'éducation nationale, justement, on prend en charge justement ces potentielles erreurs-là? Alors, justement, nous, dans notre formation à nous, on l'a pas forcément ça, on va pas forcément tilter. C'est au fur et à mesure de notre parcours qu'on va se rendre compte qu'effectivement, les personnes arabophones, elles n'ont pas ces sons-là, donc on risque, effectivement, il y a un risque d'avoir des confusions au moment de l'apprentissage de lecture. Mais donc, nous, on est là pour orienter, encore une fois, vers le médecin généraliste qui lui-même va t'envoyer vers l'orthophoniste, ça peut être... Là, on parle de la dyslexie, mais il y a d'autres possibilités. Hein. Il y a aussi, on peut parler du TDAH, on pourrait parler de plein d'autres choses. C'est quoi un TDAH? Un trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. En gros, comment dire? C'est des enfants qui vont avoir du mal à se concentrer, mais qui peuvent aussi avoir une super capacité de concentration, paradoxalement. Ouais. Sauf que généralement, on ne prend pas en compte tout de suite. Généralement, on voit surtout le côté difficulté. Ouais. Donc, il va y avoir des soucis d'attention. Il va y avoir aussi ce qu'on appelle l'impulsivité, le fait de pas tenir, de pas résister à l'envie, par exemple, d'interrompre le prof, et d'être incapable de lever la main et de tout de suite avoir envie de participer comme ça. Puis peut-être, si on est dans un jeu avec d'autres enfants, eh ben, on va avoir envie de prendre le ballon, mais c'est pas par méchanceté vis-à-vis des autres enfants, ça n'a rien à voir, c'est juste que là, mon impulsion, c'est de prendre ce ballon et je comprends pas forcément ce qui est problématique dans le fait de l'arracher les mains du copain. Et donc, il y a plein de choses. Et puis l'hyperactivité, ça va être aussi un besoin de bouger, Alors, chez les garçons et chez les filles, ça se voit pas de la même façon aussi. Hein. D'accord. Chez les garçons, généralement, ça se voit. Chez les filles, généralement, ça se voit moins. Je dis bien généralement, parce que ça dépend des cas. Et puis surtout, là, je parle des catégories, mais en réalité, les choses sont beaucoup plus nuancées. On est plus sur du spectre, sur des choses plus complexes. Est-ce que tu me trouves hyperactif? Non, pas forcément. Et pourtant, des fois, tu as des gestes toniques. Tu vois, voilà. Donc, ça pourrait être un signal. Ça peut être un signal, mais alors justement, en fait, encore une fois, tu vois, alors après, parce qu'il y a des filles qui bougent beaucoup, ça dépend de ton cadre de vie, de ton dynamisme aussi, la forme à laquelle tu es aussi, et puis la façon aussi de vivre les choses. Alors, je sais que moi, j'adore vivre ce qu'il y a, j'adore vivre les choses aussi, effectivement, j'adore les incarner. Est-ce que ça fait de moi un enseignant TDAH? Encore une fois, la frontière est poreuse, en fait. Tu vois, ça, qu'est-ce qu'on pourrait signaler que moi, il faut que j'aille voir un généraliste parce que tout ça pour incarner les choses que je vis. Mais après, déjà, il y a des tests qui existent. Hein. Il y a le DIVA pour le TDAH, il y a un test spécifique qui en fait, ça te demande justement à quelle fréquence t'arrivent ces événements, cette façon de faire, est-ce que ça arrive souvent, est-ce que c'est de manière plus ou moins intense. Par exemple, pour le coup, moi j'ai un TDAH et ça ne se voit pas, justement. Et quand on en a parlé les premières fois, puis moi je découvrais aussi, souvent c'est... par exemple, il y a le fait de perdre ses clés. Tout le monde perd ses clés. Ouais. Mais il y a une question de rythme. C'est-à-dire que quand tu perds 15 fois tes clés dans la même journée, ça devient problématique. C'est un problème de mémoire ou c'est... Moi j'ai cru que c'était un problème de mémoire au départ. Ouais. D'ailleurs, j'ai été voir mon médecin généraliste pour des problèmes de mémoire. Et en fait, ce n'en est pas. C'est pas une question de mémoire. C'est une question plutôt d'attention pour le coup. D'accord, ça tu poses tes clés, par exemple, quelque part. Et puis, tu le fais machinalement.
Et tu te souviens plus après, en fait, voilà. En fait, comme si c'était un geste presque inconscient. C'est à peu près ça, c'est surtout parce que j'ai posé mes clés, mais j'ai été perturbée par une autre tâche, puis par une autre tâche, puis par une autre tâche. Et cette succession D'accord. de choses font que je perds mes clés 20 fois par jour. Alors bon, je parle des clés, les lunettes, etc. Tout le monde ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde le fait. Mais c'est une question de fréquence. Et après, donc, on parlait d'intensité. Par exemple, tout le monde peut avoir cette façon de slimer un peu les dents, hein. Vous savez, quand on slime un peu les dents, tout le monde peut avoir les mâchoires un peu crispées, pardon. Mais pour certaines personnes, ça va être toute la journée ou toute la nuit. Et on peut même avoir des problèmes dentaires, de dents qui sliment, qui s'usent. Et ça aussi, c'est l'un des éléments de reconnaissance. Ah, attention, je rinçais des dents quand j'étais petit. Attention. Tu vois, peut-être que tu veux découvrir des choses. Faut que je retrouve le numéro de mon C'est généraliste. l'accumulation de toutes ces choses en fait. Et le divan il est complexe, hein, c'est très long à remplir. Ah ouais, c'est Tu le remplis. Après, il y a aussi un membre de ta famille qui est connu enfant qui doit remplir sa partie. Ah oui. Et c'est pas que sur ces points-là, hein. Il y a beaucoup de points. Mais il y a beaucoup de TDAH, enfin de sortes de TDAH différents. Alors, c'est-à-dire que oui, mais après. C'est énorme tous les troubles qu'il y a, même les 10. Et les 10, il y en a plein. Parce qu'on parle souvent de la dyslexie, mais c'est pas la seule. Il y a la dyscalculie dont je parlais tout à l'heure. Problème de calcul, c'est ça? Oui, c'est déjà un problème avec la numération, la compréhension du nombre, vraiment. L'abstraction du nombre va être compliquée. C'est-à-dire quand tu vas travailler le nombre, le chiffre 7 par exemple, le chiffre 7 il est écrit, oui, mais à quoi il correspond? Je vais pas forcément tout de suite faire un lien avec justement les 7 objets, etc. Je vais pas forcément me représenter à quoi ressemble ce chiffre. C'est-à-dire que tu vas réussir par exemple à l'additionner, à lire 7 ou 17 ou 37. Mais par exemple, si on te dit, j'ai acheté 7 clémentines par exemple, tu vas voir des clémentines, mais tu vas pas savoir spécialement qu'il y en a 7 en face de toi. Le souci, c'est que souvent, après, il y a les problèmes de calcul qui vont avec. C'est que le fait de ne pas avoir compris et construit le nombre, derrière, tu vas avoir des soucis à gérer ce nombre et à l'additionner. Et moi, je me rappelle d'une élève dont je tairai le nom, évidemment, mais justement où il n'y avait rien qui faisait sens au niveau du nombre. Si on te demande de les additionner derrière, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'elle n'arrivait pas à se représenter de quoi il s'agissait. Donc là aussi, il y a... Mais est-ce que tu peux donner un exemple sur le terrain, par exemple, parce qu'en fait, on a du mal en fait à s'imaginer de se représenter un nombre. Alors, en plus, pour moi qui ne suis pas du tout matheux, alors j'adore les sciences, mais je suis plutôt un profil littéraire et donc... la dyscalculie, c'est pas ma spécialité, hein. Donc je précise, mais par contre, c'est intéressant. J'ai cet exemple-là où justement quand on travaille sur les problèmes notamment. En plus, le problème, justement, il y a d'autres problématiques qui sont soulevées, c'est la compréhension du texte, tout à fait. capacité à s'imaginer dans l'histoire, mais j'avais par exemple cet élève qui n'arrivait pas du tout à trouver l'opération qui pouvait aller avec, même si c'était une addition. Elle était plutôt en l'occurrence, elle était en CM1, il me semble, CM1 ou CM2, et pour le coup, même si tu lui mettais des additions simples dans un problème, elle n'arrivait pas justement à choisir cette opération. Elle n'arrivait pas à se dire, c'est une addition qu'il me faut, peut-être c'est une multiplication, peut-être une division, mais c'est au pif parce que je n'arrive pas à comprendre à quoi servent les choses. D'accord. Mais c'est Mais ça veut dire que par exemple, parce qu'après dans la vie de tous les jours, c'est que si tu ne soignes pas ce trouble-là, parce que c'est en fait où tu n'arrives pas à le corriger. Oui. Plutôt l'accompagner, le corriger, l'adapter. Mais ça peut être justement, pour faire ses comptes bancaires par exemple, ou. Après, ça peut être problématique plus tard effectivement, mais après, il y a des spécialistes, il y a des orthopédagogues. Il y a des graphothérapeutes si on peut enchaîner avec une autre. On a la dysgraphie aussi. Ouais. C'est justement, comment dire, c'est plutôt la gestion de l'outil graphique, l'outil scripteur, pardon, en gros le stylo et le crayon, quoi, qui va être complexe. Ouais. Et du coup, il y a des graphothérapeutes qui s'occupent justement de retravailler le geste
de Ok. l'écriture, Mhm. parce qu'en fait, il n'est pas évident. La main va être trop crispée. Souvent, il y a des douleurs en plus qui se Ah oui, créent sur d'accord. les mains. Mhm. Donc là aussi, l'origine est neurologique, mais ça ne veut pas dire que rien n'est impossible. D'accord. On peut faire progresser énormément de gens. D'ailleurs, moi je pense que le progrès, pour le coup, il est toujours possible. La question, c'est jusqu'où on va. On n'est pas forcément obligé d'aller toujours aussi loin, tous au même endroit, comme on va dire. Par contre, la notion de progrès, elle est possible sur tous. Mhm. Simplement, il faut adapter. Mais en fait, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'enfants qui vivent ou qui sont concernés par les TDAH? Parce qu'on en parlait peu, en fait, il y a quelques années, et maintenant, on a l'impression que c'est quelque chose qui est pas courant, Mm. mais presque, et est-ce que c'est une difficulté alors, qui est arrivée et qui a augmenté, ça qui a été malheureusement en constante progression, ou maintenant on l'assume complètement et c'est plus caché, on le sait. Alors, les données ne sont pas toujours claires là-dessus. Tu vois, par exemple, sur le TDAH, des fois, quand je fais mes recherches, des fois j'ai 10% de la population, des fois j'ai 15%, des fois ça monte à 20%, selon Ouais. ce qu'on prend comme critère. Mhm. Puis en plus, là, j'ai étiqueté comme si on mettait un autocollant sur chacun. Je Ouais. suis 10, je suis TDAH, etc. Mais souvent, on va cumuler déjà certaines. C'est-à-dire qu'on peut avoir un TDAH et être dyscalculique. Donc, déjà, pour les stats, il faut aussi prendre en compte la comorbidité. Pour le, je reprends donc du coup les données, elles sont déjà variables, Ouais. qu'on se le dise. Mhm. Et ensuite, c'est pas tellement, comment dire, c'est pas parce que il y a plus de diagnostics qu'il y a forcément plus de personnes TDAH. D'accord. C'est juste qu'on y prête attention. Avant, on prenait pas forcément en compte la dyslexie, par exemple. Et finalement, maintenant, c'est devenu courant. On sait que les enfants peuvent être dyslexiques. Oui. Et ça choque personne. On ne dit pas que c'est une mode des dyslexiques. C'est pour ça que souvent, quand on l'entend, c'est une mode d'être TDAH, je trouve ça un peu dommage. C'est juste que maintenant, on prend en compte cette particularité. Et au lieu de dire tout de suite, cet enfant n'arrête pas de bouger, il est insupportable, on se pose la question aussi de pourquoi il bouge. Oui, mais sauf Pourquoi que il laisse... oui, mais sauf que le jugement en classe reste toujours le même. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas prévu un programme, en fait, en dehors de ces spécialistes que tu dis, en fait, on n'a pas prévu un programme ni d'adaptation pour lui. Eh bien, en fait, si. Si. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont dans les classes. Notamment les classes semi-flexibles, elles servent à ça. Une classe semi-flexible, en gros, ou classe flexible, c'est des classes où tu vas pouvoir bouger. Tu peux aller d'un atelier à un autre, tu peux te déplacer dans ta classe. Il va y avoir souvent des coins calmes, il va y souvent y avoir un coin maths, un coin numérique. Hein. Tu peux travailler sur un ordinateur, tu peux changer d'activité. Il y a des moments où justement on travaille tous ensemble. Ouais. Parce que déjà, il faut apprendre aussi ce truc-là, mais on ne te l'impose pas toute la journée. Les coins calmes, ils sont essentiels pour le coup, tous les neuroatypiques. Et j'ai envie de te dire, tous les élèves. Parce qu'en vrai, les adaptations qu'on fait pour les élèves neuroatypiques en classe, elles sont toujours bénéfiques pour tout le monde. Et je pensais justement au coin calme. Le coin calme, moi, je l'avais mis en place parce que j'avais une élève hypersensible avec un TSA, donc on n'en a pas parlé celui-là, le trouble du spectre de l'autisme, donc ce qu'on appelle l'autisme, mais qui est un spectre, donc c'est très large. Et cet élève qui était autiste, et nous, ça ne se voit pas, voilà, cet enfant-là avait besoin d'un coin calme. Et du coup, ça bénéficie à tout le monde. C'est-à-dire que ça bénéficie à mes élèves justement hypertoniques, qui ont besoin de bouger, etc. Qui ont besoin de qui ont besoin de se mettre ailleurs pour redescendre, on va dire ça. Et puis ça sert à tout le monde, en fait, tous les autres, pour le bien-être et pour retrouver son calme. Puis on avait le droit de travailler aussi dans le coin calme. Ça fait du bien. Ouais, d'accord, tu peux. Ou les casques anti-bruit. Il y a plein de trucs qui servent à tout le monde. Ah oui, donc, mais est-ce que toutes les écoles sont justement équipées ou est-ce qu'elles ont la logistique pour mettre en place ce type d'adaptation? Ça dépend des enseignants, ça dépend des équipes pédagogiques. Moi, je vais parler pour l'élémentaire.
En fonction des écoles, c'était très variable. La Ouais. dernière école dans laquelle j'étais, presque tout le monde avait cette dynamique-là. Il y avait vraiment cette idée Ouais. d'être capable de bouger, etc. Enfin, moi, j'avais des collègues, justement, où, il y avait des assises particulières, ils pouvaient travailler Ouais. dans des ateliers. Il y a aussi l'architecture, hein, qui permet. C'est-à-dire que D'accord. des fois, comment dire, des fois, on a des enseignants qui ont envie, mais qui ont des salles extrêmement petites. Eh oui. Et puis, en fait, si jamais on les fait travailler dans le couloir, il y a une mise en danger, donc on le fait pas. Ça dépend. Moi, dans l'école où j'étais, il n'y avait pas de mise en danger. Il y avait soit des ateliers, soit un couloir où vraiment il y a un visuel Ouais. très large pour pouvoir surveiller l'entièreté de ses élèves. Mhm. Et en fait, ouais, mon école, c'était la dernière école en date. Quasiment toutes les classes étaient sur cette dynamique-là. Et puis après, je suis allée dans d'autres écoles où, même pas en rêve. On est dans les années 80 et Mais ça pourquoi? Parce qu'on bouge ne pas. veut pas en fait adapter, parce que l'équipe pédagogique refuse justement par rejet, par jugement. Pourquoi alors que c'est le rôle, on va dire quand même surtout quand même du public justement, d'inclure tout le monde. Puisqu'on parle d'inclusion, on parle d'écriture inclusive, alors dans ce cas-là, c'est son rôle de le faire. Après, je précise qu'il y a d'autres manières d'inclure que de faire de la classe semi-flexible. Hein, ça, j'ai donné cet exemple-là. Mais je crois que, souvent, c'était des équipes, comment dire, pas forcément dans la même. Ouais, il n'y avait pas cette dynamique-là, un peu vieille école en tout cas, Ouais. qui se disait, pour bien apprendre, ce qu'il faut, c'est la discipline. Et si un élève fait n'importe quoi, c'est simplement parce qu'il manque de discipline. Or, des fois, on a des élèves avec des comportements très problématiques. Et moi, j'en ai eu, et aussi, j'ai envie de te dire, j'ai pas toujours eu de la patience. Hein. Des fois, j'ai pas eu de patience du tout. Je m'en veux, hein, d'ailleurs, hein, sur ce manque de patience, parce qu'il faut la travailler. Ouais. Mais c'est pas de leur fait. C'est jamais de leur fait. C'est-à-dire que les gamins, la plupart du temps, quand ils ont quand ils sont perturbateurs, c'est soit pour des raisons environnementales, en fait, ils ont des problèmes à la maison, soit c'est parce que justement, ils ne sont pas capables de se concentrer, je veux dire, naturellement, et qu'il faut les accompagner, leur apprendre. Mais le fait d'être monté du doigt, est-ce que ça peut justement... Ah, Voilà, est-ce que justement ça peut renforcer et justement le plonger encore plus dans ce trouble-là, tu vois, ou est-ce que justement, ou est-ce que ça peut même générer encore d'autres difficultés supplémentaires, en fait, tu vois, c'est ça. Oui, c'est une bonne question. C'est une question à laquelle j'ai répondu il n'y a pas longtemps. Il y a une maman qui me dit, justement, elle a peur de faire un PAP, alors je me rappelle jamais si c'est plan, bref, d'action personnalisée, Ouais. projet d'action personnalisée, je me rappelle jamais. Elle a peur en fait de mettre en place la partie paperasse. D'accord. Pour son enfant qui est très probablement TDAH. Du coup, elle a peur elle se dit, bon, je crois qu'il faut que je le fasse diagnostiquer, même si c'est Déjà très évident. probablement, déjà c'est pas sûr. Très probablement. Très probablement. Effectivement. Et effectivement, en fait, elle a peur de rentrer dans cette démarche-là parce qu'elle a peur de l'étiquette. Et moi, ce que je lui ai dit, on était 2 enseignantes à lui répondre, une de collège et une d'élémentaire, c'est que la stigmatisation, elle va peut-être plus venir du fait que c'est un enfant qui bouge partout ou qui ne sait pas se tenir, plutôt que justement sur... En fait, c'est un enfant qui essaye de se concentrer, qui essaye de gérer ses émotions, qui essaye de faire les choses pour vivre en société. Et lui aussi de se sentir mieux, en fait. Ouais. Parce que c'est pas évident quand tout le monde nous regarde et en fait on est en train de se faire gronder en permanence. Ouais. C'est pas évident. Donc même pour lui, le fait d'être accompagné et que tout soit fait dans la bienveillance, finalement c'est beaucoup moins stigmatisant que le simple enfant pénible. Alors qu'en fait c'est pas qu'un enfant pénible, c'est un enfant qui a plein de qualités. Si il y a autant d'adaptation en fait, parce que tu me dis en fait pourquoi il y a des enfants qui traînent cette difficulté-là jusqu'au collège, des fois jusqu'au lycée, et que là, les adaptations ne sont toujours pas là. Alors déjà, il y a la longueur des diagnostics, il y a des choses. Alors là, on parle d'une manière générale. Pour ce qui est l'adaptation, souvent il va y avoir un temps pour diagnostiquer, qui peut être super long. Et selon ce que
ton profil, on va dire, ça peut prendre plusieurs années, juste pour déceler ce qu'il y a comme particularité. Et, et ensuite, il faut que tout le monde accepte le diagnostic. Et que, là, on parle des difficultés, mais il y a aussi beaucoup de choses positives dans tout ce qu'on dit. Dans les profils qu'on vient de citer, il y a aussi énormément de choses positives. Et donc, adapter, c'est pas forcément d'ailleurs que contrer une difficulté, c'est aussi mettre en valeur ce que tu sais faire. Bien sûr. Parce qu'on parlait du TDAH, il y a des difficultés de concentration, oui, mais il y a aussi une capacité à se concentrer pendant des heures sur un sujet. Bien sûr. Donc ça aussi, c'est de l'adaptation. D'être capable de proposer un exposé, par exemple, à bien faire. Où là, du coup, tu lances l'enfant et il est ravi, il est enfin mis en valeur. Bref, tout ça, ça prend un max de temps parce que il faut que tout le monde... il faut trouver déjà les professionnels qui vont pouvoir nous accompagner. Il y a des déserts médicaux un peu partout. Donc, t'as rien pour médecin traitant, ça peut prendre du temps. Oui, bien sûr. Ensuite, après, tu vas aller voir un psychiatre, un neuropsy, qui va faire un diagnostic complet. Mais c'est obligatoire, toutes ces étapes-là? Si tu veux une reconnaissance du handicap, par exemple pour le TSA ou le TDAH, quand il y a un handicap, parce qu'en fait, des fois, c'est juste un peu... Moi, pour le coup, si j'ai été diagnostiquée tardivement, c'est parce que ça ne me posait aucun problème. Jusqu'à mes 36, 37 ans, je me rappelle jamais quand est-ce que je l'ai fait. C'est pas forcément handicapant. Par contre, des fois, ça l'est. Quand on veut justement qu'il y ait une reconnaissance, parce qu'il y a une gêne, effectivement, c'est obligé. Parce que pour la MDPH, il faut montrer qu'il y a eu des validations médicales de ce qu'on a. D'accord, donc là, il y a tous les tests en fait qu'on a dit avant, par exemple Valediva, et puis... C'est ça. En fait, au niveau, voilà, et puis que... Et je vais dire, mes enfants, par exemple, je les diagnostique pas. Je me doute fortement, parce qu'ils ressemblent à leurs parents. Mais pour l'instant, il n'y a pas de difficulté. Et on leur dit, si tu n'arrives pas à mettre la table jusqu'au bout, mon petit chat, je sais très bien que tu ne le fais pas exprès. Tu vois que ces troubles-là peuvent, par exemple, être héréditaires. Oui. C'est-à-dire que... Mais c'est pas obligatoire, ça, c'est pas parce que tu as eu C'est pas obligatoire non plus. Non, c'est pas parce que tu as eu un parent dyslexique ou de n'importe quel TDAH que forcément la descendance va l'avoir aussi. Non, mais par contre, ça se retrouve souvent. Justement, c'est un facteur qui peut être héréditaire. Et tu vois, souvent, on parle de famille TDAH, ou même sur une famille neurotypique, parce que tu peux avoir un parent qui a une dyslexie, et en fait, l'enfant, lui, il va avoir un autre... En fait, là, c'est la partie médicale que j'aime moins aborder, parce que c'est pas ma spécialité, la partie médicale, mais en gros, c'est un trouble neurodéveloppemental. C'est au moment... C'est in utero, en fait. Bref, au moment du développement de l'enfant, que le développement cérébral va fonctionner différemment. C'est pour ça que c'est pas juste une mode, c'est juste factuel. Et généralement, on va retrouver ce critère-là dans plusieurs membres de la famille. Donc en soi, oui, c'est héréditaire. Par contre, c'est pas... mais je sais pas comment t'expliquer. C'est comme les cheveux bruns, tu vois. Peut-être que ça peut se perdre. Il n'y a pas une hérédité absolue. Mais a priori, ce serait héréditaire. Voilà. D'accord. Donc, après, pour s'enseigner sur ces sujets-là, il y a d'excellents colloques sur les TND, justement, les troubles neurodéveloppementaux. Il y a plein de bonnes choses, notamment, il y a un truc interministériel, un colloque interministériel qui a lieu en janvier, si mes souvenirs sont bons, sur les TND. Moi, j'avais vu celui de l'année dernière, il était impeccable, qui explique vraiment ce que c'est. Et dans toute sa nuance, parce que là, à Lyon, on essaye de simplifier. Le problème, quand on simplifie, c'est qu'il manque plein d'infos. Mais en tout cas, c'est quelque chose de complexe, quoi. D'accord. Et toi, dans tout ça, alors, en fait, justement, parce que tu as bien créé un site, on reprend. D'accord. Et donc, ça veut dire que tu proposes donc des ressources pédagogiques. Ah, oui. C'est ça, hein? Alors, pour l'instant, moi, ce que je donne surtout, c'est les informations de base. J'essaye de vulgariser au max pour que juste savoir ce que c'est
les troubles, je ne vais pas repartir là-dessus, mais ce que c'est la dyslexie, d'essayer Ouais. de comprendre un petit peu ce que c'est. Voilà, je fais des articles sur ces infos, sur ces éléments-là, D'accord. en essayant d'être le plus clair possible. Ensuite, je propose des aménagements scolaires, pareil, des petites astuces. Comment on peut mettre en place une classe semi-flexible, par exemple, tout bêtement, hein, de manière concrète, quand on n'a pas de budget. Parce qu'on parlait de ça, ça demande un budget aussi. Faut mettre en place petit à petit, etc. D'accord. Voilà, je donne des informations comme ça. Et puis après, surtout, moi, je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas orthophoniste, je ne suis pas orthopédagogue, je ne suis pas psychiatre, etc. En revanche, je mets en relation les personnes qui sont spécialisées avec les familles. D'accord. Mais comment tu les trouves, ces personnes-là? Beaucoup sur LinkedIn, un très bon réseau social, où on trouve beaucoup de gens. Bah là, on s'est rencontrés, justement. De quoi? Là, on s'est rencontrés. Exactement. Par exemple. Exactement. Sur les réseaux Insta, etc. Du coup, on trouve des gens. Après, bien sûr, je regarde aussi... je regarde ce qui se fait sur les autres sites. Hein. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Et puis après, on se donne des conseils, etc. Donc ça, c'est assez chouette. Mais comment tu les sélectionnes? C'est-à-dire que, par exemple, tu vas sur LinkedIn, tu dis, bah tiens, je cherche en Ile-de-France un orthopédagogue ou... Oui, je cherche les orthopédagogues, mais surtout, je vais chercher aussi TSA, TND, en gros, donc troubles du spectre de l'autisme. Et tu tapes ça sur LinkedIn, tu tapes TSA, TND, et tu vas trouver une liste de professionnels. D'ailleurs, pour ceux qui cherchent, il y a mon site, bien sûr, mais vous pouvez aller sur LinkedIn et en fait, taper ça, justement, TND, orthopédagogue. Le souci, c'est que du coup, c'est pas toujours évident de trouver il faut trouver la dans bonne ce personne, secteur, en fait. etc. L'avantage, c'est que moi, après, je regarde, justement, alors, ils déposent après leur annonce librement. Donc, je regarde juste si... moi, ce que je veux pas sur le site, c'est le charlatanisme. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est que justement, c'est-à-dire que, en fait, comment tu peux différencier? Par exemple, un tel, il dit, bah oui, je suis orthopédagogue, voilà, je suis dans ton secteur. Il y a des certifications, pour ça. Il y a, d'accord. Très bien. Mais après, comment tu peux savoir, voilà, en fait, qu'il va y avoir un feeling qui va être capable de répondre à tes attentes seulement en regardant une publication? En fait, je vais te dire, quand tu cherches un médecin traitant, c'est un peu toujours le cas. Hein. Des fois, tu rencontres plusieurs médecins traitants. Ou un cours particulier, tu connais. Des fois, t'as beau avoir quelqu'un d'impeccable. Pour le cours particulier, je me souviens, hein, pour le coup, hein, des profs formidables, mais en fait, ça ne matche pas. Ouais, mais la personne, tu discutes avec elle au début. Oui, mais là, ce sera pareil. En général, je ne cherche pas 50 profs, parce que si tu dois appeler 50 professeurs, enfin, c'est compliqué, par exemple, parce que c'est-à-dire que les entreprises, justement, de mise en relation, justement, de cours particuliers, sur lesquels je suis aussi, ne peuvent pas rappeler tous les professeurs, en fait, par rapport à la famille, par rapport aux besoins. Donc, en fait, c'est-à-dire que, ok, par rapport au CV, par rapport au profil, ok, ils vont rappeler, en fait, la personne qui peut éventuellement correspondre à ce profil-là. Mais toi, si tu dois chercher, on va dire, quelqu'un dans ton secteur, c'est pareil, tu ne peux pas non plus tous les contacter dans la journée à ce moment-là. Non, mais en fait, ce que vont faire les familles, là, c'est qu'ils vont aller regarder dans leur coin, ou pas, parce qu'il y a des trucs en visio, notamment pour la guidance parentale, par exemple, il y a des gens qui... Il y a vraiment besoin de guidance parentale pour le coup, pour accompagner les familles. D'accord. Et notamment les déstresser, les déculpabiliser, parce qu'il n'y a vraiment pas besoin. C'est naturel, tout le monde passe par là, mais en fait, il n'y a pas besoin. Et donc, du coup, bref, donc il y a des choses... Quand tu vas aller sur le site, tu vas taper, par exemple, il y a les catégories. Donc, si tu as envie de guidance parentale, tu vas dans famille, soutien famille, et tu vas chercher la guidance parentale. Et puis après, tu peux choisir par secteur, etc. Les professionnels, en fait, ils vont déposer une annonce. Donc, en général, moi, il n'y a pas de limite, justement, dans le descriptif. J'ai décidé de ne pas mettre de limite parce que, justement, il y a des gens qui ont envie de raconter plein de choses et qui disent énormément de choses dans leur description. D'accord. C'est-à-dire que dans leur description, très souvent, on arrive à sentir aussi c'est quoi leur but principal. Voilà, leur vision du travail avec les enfants. D'accord. Souvent, ils vont mettre, des fois, ils vont mettre très souvent le mot bienveillante, etc. Ou motivation. On sent bien que c'est ça qui compte. C'est vraiment. Et il y en a d'autres, ça va plus être débloquer des points d'incompréhension. Et donc, c'est une autre façon d'aborder les choses. Donc, en tant que parent, si on cherche quelqu'un
Parce qu'en fait, son enfant, on voit qu'il est triste, il culpabilise, il se sent nul, etc. Ben, on va avoir besoin de quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Ouais. Et dans les annonces, on le lit, hein. On le lit très vite. En revanche, si on sent qu'il n'a pas de problème justement avec son estime de lui-même, et que c'est pas le souci, c'est juste que il bloque techniquement sur des éléments voilà, de calcul, etc. Et il va plutôt aller choisir l'autre profil. Finalement, en fait, avec la description, tu arrives à te retrouver. Ouais, d'accord. Même toi, du coup, en fait, qui fait ces mises en relation. Moi, je ne touche pas à la presse automatique. Les annonces sont publiées. Ouais. Et tu peux envoyer des messages directement à la personne qui a déposé son annonce. D'accord. Tu peux écrire un message à l'orthopédagogue, lui demander un rendez-vous, lui poser une question, tu veux lui dire, bon, est-ce que vous pouvez prendre en charge mon enfant parce que pour X ou Y raison, peut-être que c'est un peu particulier. Et la personne va pouvoir répondre. D'accord. Et du coup, est-ce que les concepteurs pédagogiques, parce que du coup, en fait, à travers ces articles-là, est-ce que les concepteurs pédagogiques ou de manuels, par exemple, est-ce qu'ils commencent à mettre en place, justement, des supports adaptés au TDAH, au TSA? Est-ce que tous les manuels scolaires, maintenant, commencent à le prendre en compte, ou ça reste encore assez rare? Alors, tous les manuels scolaires, non. Non. En revanche, il y a des manuels scolaires qui existent, surtout pour le coup périscolaire. D'accord. Des manuels périscolaires, on a des collections entières dédiées à la dyslexie qui marchent pas mal pour la TDAH en fait. C'est-à-dire que c'est pas fait pour le TDAH, mais je trouve que ça marche très bien pour le TDAH. Ah d'accord, c'est pas fait pour en fait à la base. Mais par contre, c'est fait pour la dyslexie. D'accord. Et comme c'est fait pour la dyslexie ou les troubles 10, enfin ils précisent pas pourquoi, pour quel type de troubles 10, l'avantage c'est que je vais prendre par exemple voilà, les cahiers de soutien du soir, par exemple, sans donner de marque forcément, mais on a pas mal de collections qui existent où on va avoir des encadrés, plein d'encadrés différents, au lieu d'avoir un long texte un peu ou un gros encadré qui explique tout d'un coup. Là, il y en a plein de petits. Et il va y avoir des graphiques aussi, parce que c'est peut-être plus simple pour certains autres élèves. En fait, ça, c'est fait pour les 10, mais ça marche très bien pour le TDAH. Très bien. Ça marche aussi pour les HPI, puisqu'on on a besoin d'avoir vite l'info, au potentiel, voilà. Parce que même si on comprend vite, justement, on n'a pas forcément envie d'avoir de blabla. Mais c'est quoi un HPI du coup? Est-ce que c'est ce qu'on appelle vulgairement un surdoué? Alors, on n'utilise plus le terme de surdoué. Non. Et heureusement, et je trouve même le terme de haut potentiel, je l'aime pas, mais après c'est un point de vue. Oui, parce que ça veut c'est vrai qu'il y aura des bas potentiels et... Oui, puis surtout ça veut dire comment ça se fait que t'as du potentiel et en fait t'es nul à l'école. C'est vraiment ça. C'est pour ça que je l'aime pas le haut potentiel intellectuel. C'est-à-dire que tu pourrais, mais non, mais en fait c'est parce que c'est plus compliqué que ça. Oui, on peut avoir un haut potentiel intellectuel. Mais du coup c'est le terme qui a remplacé surdoué. C'est le terme qui a remplacé surdoué, oui. D'accord, donc en fait, un surdoué, ça qu'on n'est pas dans le cliché des films, des surdoués fragiles physiquement, qui ont des 20 sur 20 partout et qui ont des problèmes de maturité et de sociabilité en dehors. Je sais pas si tu as vu la série HPI. Non. Pour le coup, alors après, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Moi, je l'ai trouvé chouette. Il y a des moments où je trouvais ça un peu ridicule, mais il y avait des moments où c'était vraiment chouette. Parce que cette personne... tu vois, le problème de l'attention, c'est que j'ai pas écouté ta réponse. Est-ce que tu as vu? Du coup, HPI, tu m'as dit non, c'est ça? Ah oui. Oui, ça fait partie du TDAH, de ne pas écouter les questions, les réponses. Alors, attends, on parle en même temps là. Quand on dit que la frontière est poreuse des fois. Exactement. Non mais c'est bien en fait, parce que si tu veux, parce que même à travers cette vidéo, en fait, c'est bien aussi de casser ce cliché qu'il y a. Et justement, c'est pour ça que je te pose la question. Parce que, voilà, je sais que c'est un cliché, et donc c'est un cliché qui est relativement faux, mais c'est bien de le savoir. Sur le HPI, pour le coup, on a vraiment... le cliché, c'est qu'on croit que tout le monde et c'est tous des Einstein. Non, en fait. Non, moi, pour le coup, les premières personnes où j'ai compris que c'était du HPI et que, il manquait juste le texte, c'est la façon d'interagir. Je me suis dit, le gamin en question, il était pas ouf à l'école, on va dire ça comme ça. Il n'avait pas des notes catastrophiques, mais déjà parce que je note pas de manière chiffrée, mais il n'avait pas des grandes difficultés, mais il n'était pas excellent, quoi. Un élève moyen, quoi. En fait, un élève qui pourrait passer avec, à l'époque, 10 ou 11 de moyenne générale, c'est-à-dire, voilà, il est dans la moyenne. On va dire ça comme ça, ouais. Voilà. Il avait l'air de se la couler douce.
Il avait l'air d'être en dilettante comme ça. Et Mhm. en fait, ce gamin, quand on prend un peu le temps, c'est un gamin par exemple qui détestait la production d'écrit. Alors lui, pour le coup, si ça avait été noté, ça aurait été 0. Parce qu'il produisait rien. Il voulait pas m'écrire quoi que ce soit. D'accord. Un jour, je lui donne un problème de maths. Et là, il m'écrit une dissertation. On est en CM1, je crois. Il m'écrit une dissertation sur pourquoi mon problème est nul. Pourquoi mon problème n'a pas de sens. Et c'était une sorte de baleine, je sais pas quoi. Et donc là, il me donne des données chiffrées de ça n'a aucun sens parce que il m'argumente, etc. Il sait écrire, cet enfant. Il sait écrire, mais c'était excellent. Mais c'était pas le moment. Enfin, C'est-à-dire que le scolaire, en fait, il est cadré, on va dire, pour dire carré, et finalement, le fait d'avoir fait HPI, c'est le fait de ne pas rentrer dans ce cadre-là et de vouloir plus. Je pense que c'est s'ennuyer. Voilà, ça qu'est-ce que, tu vois, ça qu'est-ce que finalement, en fait, le scolaire, en fait, c'est plutôt en fait on va dire une restriction pour ces enfants-là, en fait, voilà, qu'on va considérer, voilà, on va dire plus faible que ceux qui ont 18, 19, qui en fait justement ont très bien compris le cadre. Puis tu peux aussi ne pas comprendre ce qu'on attend de toi aussi. Mhm. C'est pas parce que tu peux être, comment dire, tu peux être capable de produire énormément de choses, mais comment t'expliquer? Si tu vois pas l'intérêt de ton travail, tu sais pas pourquoi tu fais, je sais pas moi, pourquoi tu fais des maths, à quoi ça sert? Ça n'a aucun sens. Ben tu vas pas réussir. Et pourtant, à partir du moment où on te le débloque, après tu peux. Ouais, bien sûr. C'est pas un problème de compréhension, parce que pour le coup, les capacités cognitives, elles sont là, elles sont même très présentes. C'est-à-dire, normalement, c'est des enfants qui sont capables d'apprendre assez facilement. Mais pourtant, si jamais il y a un problème de compréhension de la consigne, d'objectif, d'enjeu en fait, l'enjeu de mes apprentissages, si je ne les comprends pas, ça sert à rien. Ça va pas marcher en fait, juste voilà, ça marche pas. Et donc pour la production des clés, je reprends pour ce gamin-là. Ouais. Il arrivait vraiment pas à me lâcher la moindre phrase. Hein. D'accord. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas de... Pourquoi on écrit? Pourquoi tu me demandes ces histoires-là qui n'ont aucun sens, aucun intérêt? Et puis en plus, il y a un autre souci, c'est que souvent, avec l'écrit, pour le coup, avec le HPI, pas pour tous, mais c'est un truc récurrent, c'est que souvent on dit la pensée va plus vite que la main, en gros. C'est vrai. Et que j'ai tellement d'idées, déjà, j'arrive pas forcément à les hiérarchiser. Quelle idée je vais garder, quelle idée je vais jeter. Et en plus, dans quel ordre je les mets, est-ce que je les structure, etc. Puis moi, j'ai envie de parler de tout, en fait. Parce que tout est bien, toutes mes idées sont bonnes. Voilà. Mais sauf que c'est pas comme ça qu'on écrit. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a. Ça va pas avec la structure. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, voilà. Alors après, c'est pas parce que c'est pareil. En fait, on a du mal à rentrer dans ce cadre-là, qu'on est HPI, qu'on peut être très très scolaire et être HPI aussi, j'imagine. Oui, mais encore une fois, c'est et les exemples que j'ai donnés, c'est parce que comment tu t'adaptes, comment voilà, ça adapte l'enfant aussi, voilà, puis comment il arrive à canaliser justement Mais en fait, à chaque fois, il y a des... Là, je n'ai que des exemples à chaque fois. Hein. C'est, encore une fois, une personne est plus complexe que ça. C'est que chaque gamin, moi, c'est ces éléments-là, les enfants que j'ai cités là, c'est ces éléments-là qui m'ont marqué, en tout cas ceux dont je parle aujourd'hui. Mais en réalité, les profils sont complexes. Et j'en parlais avec une orthopédagogue il n'y a pas longtemps. Quand on cherche à adapter, justement, parce que là, depuis tout à l'heure, on parle des profils. Finalement, elle m'a dit, et je trouve que c'est pertinent, c'est qu'à un moment, il faut se soustraire au profil. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est surtout quel individu j'ai en face de moi, quels sont ses besoins spécifiques. Et à partir de là, j'adapte. Là, je trouve ce dont il a besoin. Cet enfant a du mal avec le bruit, vraiment, ça le gêne, il n'arrive pas du tout à réfléchir. Oui, peut-être qu'on peut réfléchir à un casque anti-bruit. Savoir si c'est parce que c'est le TSA qui crée ça, ou le trouble du spectre de l'autisme, une hypersensibilité, ou juste parce qu'il a une otite, c'est une autre raison. D'accord? Pour l'instant, c'est aussi, qu'est-ce qu'il a? Il a un souci avec le bruit. Et à partir du moment, c'est cette adaptation que je vais prendre en compte. Par contre, c'est quand même important de savoir que s'il a un trouble du spectre de l'autisme, je vais aller regarder, justement, moi, en tant que professionnelle de l'accompagnement, en tant qu'enseignante, ou même en tant que parent,
C'est que si je sais qu'il y a un trouble du spectre de l'autisme, quand l'enfant va me dire il y a trop de lumière, eh bien je vais pas me dire oh il est pénible, enfin je veux dire il est gêné par n'importe quoi. Ah là, peut-être que vraiment ça le dérange profondément en fait cette lumière. C'est pas juste une petite gêne. Et donc c'est intéressant de connaître le TSA, connaître le HPI, connaître le TDAH, mais à un moment il faut aussi se détacher de ces étiquettes-là pour surtout avoir un accompagnement individuel, quoi. Alors le mieux, encore une fois, c'est pour ça que j'aime bien la classe flexible, c'est que comme il y a de toute façon des adaptations, et les gamins, c'est les gamins qui choisissent, bah, c'est aussi, ça soulage en termes de travail pour les enseignants. J'aime bien les classes flexibles pour ça. L'adaptation, finalement, c'est le gamin qui l'a choisi avant toi. Voilà. Eh ben, c'est magnifique tout ça. Et voilà. Comment on peut te contacter du coup alors? Comment on peut te trouver si on a besoin de toi? Moi c'est on-reprend.fr, il y a une partie contact, donc vous pouvez me parler sur On reprend directement, sur LinkedIn, donc à Laurence Sec, sur Insta, On reprend, voilà pour la partie On reprend. Après j'existe aussi sous le nom de Laurence Sec, mais c'est plus la partie création de site internet, donc je vais pas du tout parler aujourd'hui, c'est pas le sujet. Donc voilà, c'est là où on peut me trouver. D'accord. Laurence, merci d'avoir été là. Mais de rien. Merci beaucoup. Voilà. Bien sûr, vous pouvez retrouver très prochainement cette vidéo, bien sûr, sur ma chaîne YouTube, aussi Focus Langue de Chat, sur les réseaux aussi, sur mes réseaux aussi, n'hésitez pas. Bien sûr, à l'exception, attention, si vous cherchez sur LinkedIn maintenant, c'est plus Benelengua, je m'appelle Animalang, Animalenza en espagnol. Animal, un mélange d'animal, et enseñanza en espagnol. Oui, voilà. C'est pour la petite originalité aussi. Voilà. Et bien sûr, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bien sûr, c'était Frédéric Cherubini. Puis bien sûr, n'hésitez pas à revenir sur ma chaîne si vous voulez un petit peu plus d'initiatives pédagogiques, surtout sur ce nouveau format-là. À très bientôt. Hasta luego. Bientôt.